n'y a pas d'autre intro possible là. Attends, j'essaie de changer de rythme. You push me, I push him back, and after you push me off the track. It's not fair, eh? Nothing, just an incident. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Miami 2023 de Formule 1 qui a été plutôt une course correcte avec du dépassement et de la bataille, un petit peu d'imprévisibilité sur les pneus. Franchement, c'était pas trop mal, c'était pas un banger non plus, ça c'est clair, mais ça a été pas mal en vrai. Bon, je suis quand même pioncé à la fin, mais bref, c'est parti. On commence tout de suite par McLaren qui a vécu un Grand Prix loin de tout et globalement un week-end presque en enfer. Le pire c'est qu'ils font rien de mal comme le dit Lando Norris, mais c'est juste que ce week-end il n'y avait aucune performance. Faut quand même comprendre que les deux voitures sont éliminées en Q1 et ça en dit long, même si je trouve que cette année les qualifs sont globalement plus serrés qu'avant, notamment pour des passages en Q2 ou en Q3, le gap est moins violent je dirais que les années précédentes. Alors ensuite il a plu genre violent, mais genre vraiment violent comme sous les tropiques pendant la nuit de samedi à dimanche, donc la piste est redevenue verte comme on dit. Toute la gomme qui avait été déposée pendant le week-end, le vendredi et le samedi, vous oubliez, c'est comme si on n'avait presque rien fait. Et on n'avait pas de course support non plus, donc c'était que les F1 qui roulaient et qui déposaient de la gomme. Bref, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que déjà ça a été resurfacé tout le circuit, et oui, personne ne savait du coup vraiment comment les pneus allaient réagir avec cette nouvelle piste entre guillemets, et la dégradation allait être peut-être un petit peu moins violente que ce à quoi on s'attendait. Donc tenter les softs quand tu partais de loin, c'était pas idiot, et c'est ce qu'a fait McLaren justement. Alors donc, manque de bol puisque Norris se fait percuter par De Vries qui loupe ses freins de pas grand chose du coup au virage 1 au départ. Probablement quelques dégâts sur le diffuseur de la McLaren je dirais qui ont dû jouer en la défaveur du pilote britannique, mais surtout ça l'empêche de faire un bon premier tour comme l'a fait Oscar Piastri qui a sorti une vrai super premier tour. Piastri qui gagne donc 5 positions en un tour, il oblige même Hamilton à tirer un petit peu tout droit au virage 11. Finalement, le pilote Mercedes garde quand même la main. Derrière, les pilotes allaient s'arrêter assez vite et se retrouver complètement décalés avec le paquet pour faire leur course finalement un petit peu seul. Alors du coup, oui, Piastri s'arrête à la fin du tour 5 pour mettre les hards et après, faut prier. Faut avoir un bon rythme pour sauter entre guillemets des pilotes et conserver l'avantage de son bon départ. Mais surtout, faut prier pour avoir une safety car et avoir un arrêt gratuit en milieu, voire en fin de course pour mettre les médiums et espérer tenir, pourquoi pas, les points, puisque déjà les softs, tu fais pas beaucoup de tours avec, donc les hards allaient être compliqués à tenir. Vous l'avez deviné, rien de tout ça ne s'est produit, puisqu'on a eu aucune safety car, pas un seul abandon, pas un seul drapeau jaune. Piastri a même eu des problèmes avec ses freins et son système hybride en général en début de course, qui lui a fait perdre du rythme sur toute la course. Ça a été un petit peu la cata. 0 pointé, ça tranche avec les dernières courses, sachant que la voiture a eu ses upgrades à bas coût. Va falloir amener plus que ça, et ça arrivera avec la tournée des circuits européens. De l'autre côté, ils sont à égalité de points pour la P5 du championnat avec Alpine, qui est revenu avec un week-end pour une fois sans encombre, mais où ça manque encore un petit peu de performance. Il manque pas grand-chose, peut-être 2, 3, 4 dixièmes à Alpine pour vraiment se battre un peu plus à la régulière avec Ferrari et Mercedes. C'est assez fou que Alpine et McLaren soient deux équipes qui galèrent autant cette année et qui pourtant l'année dernière, ça allait plutôt bien quoi. Mais là, je sais pas, les deux là, on s'attendait à ce que ça aille mieux et les deux ont des problèmes. Deuxième réaction, c'est celui qui a fait en sorte que on s'endorme peut-être pas avant le tour 38, c'est Kevin Magnussen qui nous a fait clairement le show et qui a donné une fois de plus de la souffrance aux tifosi. Je t'embrasse mon cher Hydro. Alors déjà, Magnussen en Q3 s'il vous plaît, et c'était là aussi assez serré mais ça passe. Le premier run sera le bon puisque Charles Leclerc et sa petite avarice dans les virages rapides plantent sa Ferrari qui mettra fin à la séance sans que les gros bras puissent vraiment améliorer. Départ P4 du coup quand même pour Magnussen, c'est pas rien, c'est quand même très beau. En vol un peu difficile sur la grille, il se fait passer directement par Gasly et Russell dans le virage 1 et puis par Charles Leclerc en fin de tour, mais il arrive à rester au contact du monégasque et va tout simplement venir planter un extérieur absolument magnifique et somptueux au virage 11 au pilote Ferrari pour reprendre justement son dû sous les yeux de Max Verstappen en spectateur privilégié. Alors Leclerc, attention, il repasse devant au virage 17 avant de se faire doubler par la gauche et par la droite par Magnussen et Verstappen qui en a profité pleinement. Verstappen il a dû se dire à ce moment-là, bon ça a l'air d'être chaud entre les deux, ils vont encore s'engueuler.
moi je vais les laisser tranquilles et je vais passer et je vais me barrer parce que ça pue. Et après, bah, la Haas tenait la Ferrari, même quand elle n'avait pas le DRS. Leclerc tente au T1, mais Magnussen croise et reprend la position. Magnussen va être le premier des pilotes de tête à s'arrêter et Leclerc va tenter de le sauter quelques tours plus tard pour ressortir finalement des stands derrière Magnussen une fois de plus. Faudra attendre le tour 37 pour qu'une nouvelle attaque se fasse et encore une fois, Magnussen va riposter au virage 1 en allant chercher la ligne intérieure malgré le fait que Charles tente de la fermer. Bah c'est pas assez, ça repasse quand même pour Magnussen. Un tour plus tard, c'est bon, c'est passé pour Charles Leclerc. Faut dire que la Haas, qui est plus ou moins une Ferrari, hein, vu toutes les pièces qu'ils achètent et leur lien étroit avec le cheval cabré, il y a suspension, moteur, boîte de vitesse, ce genre de choses. En fait, la Haas dégrade beaucoup ses pneus cette année. Je dirais même que ce sont eux peut-être qui dégradent le plus leurs pneus. Donc ça allait sauter au bout d'un moment. Par contre, elles ont un vrai rythme pour le coup. La Ferrari aussi dégrade beaucoup ses pneus, mais par contre, un vrai rythme en qualif, tu vois, typiquement. En course, c'est peut-être, voilà. Évidemment, il y a des différences parce que la Haas, c'est pas non plus une Ferrari. Bref, tout ça pour vous dire qu'il fallait, encore une fois, qu'une des voitures des top teams ne soit pas là pour marquer des points. Et effectivement, c'est Stroll qui n'était pas là. Haas ne pouvait pas vraiment faire mieux avec Magnussen et ils ont absolument tout maximisé. P7 devant Alfa Romeo au constructeur, Alfa Romeo où Bottas d'ailleurs a fait un très très bon départ mais n'avait pas le rythme de la Haas. Chaque point, que ce soit pour Alpine, McLaren, Haas, Alfa Romeo et par extension Williams et AlphaTauri, ça va valoir littéralement des millions de dollars pour le prize money de fin d'année. En fait, à la régulière, ils ont que 4, 2 et 1 point à se disputer par rapport aux Big Four, comme on va les appeler, qui prennent tout le reste. Donc l'écart entre la P4 et la P5 des constructeurs à la fin du championnat, ça promet d'être abyssal. Vraiment, ça va être abyssal. Troisième réaction, bon, on va parler un petit peu de celui qui a pris le relais de Magnussen pour me tenir un petit peu plus en éveil, même si j'ai sombré en fin de course, je vous le dis direct, hein, les 10 derniers tours, j'en pouvais plus. C'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui revient globalement de très très loin. Alors, out en Q2 en qualification, P13 sur la grille, il se fait bolos un petit peu par Piastri au virage 11 comme un bleu. Et une fois dedans, ça y est, le premier relais est un petit peu à l'image de Charles Leclerc, bloqué derrière une Williams, digne de SpaceX d'ailleurs, la Williams, tellement elle était rapide encore une fois en ligne droite. Puis derrière une Haas, pas celle de Magnussen, celle d'Hülkenberg. Le début de course, c'était du train DRS, compliqué de se défaire des autres voitures sur un circuit où, je préfère le rappeler, c'est assez difficile de dépasser en général, puisque hors trajectoire, t'as vraiment absolument zéro grip, à part si t'as une Red Bull, ça va être la merde. Comportement un petit peu sous-vireur derrière Hülkenberg, Hamilton et la Haas sont partis en hard, donc doivent s'arrêter tard. Hamilton n'arrivait pas à se porter à sa hauteur, tout simplement, ou à freiner plus tard, quand bien même on a l'impression en on-board que la Mercedes est capable de mieux quand on voit la différence de pilotage entre Russell et Lewis Hamilton. Alors oui, Lewis Hamilton n'a pas la position qu'il veut dans la voiture. Cette année, en fait, les ingénieurs de chez Mercedes ont fait une voiture où le pilote est assis un petit peu plus devant et Hamilton s'en plaint depuis le début de la saison. Ça l'empêche d'être vraiment connecté, comme il le dit, à la voiture. Mais quand je vois en on-board qu'il attaque le frein au virage 17 à 150 mètres, voire un petit peu avant même, sans faire du lift and coast, là où Russell peut emmener son frein un petit peu avant les 100 mètres, je dirais, grosso modo, ça fait quand même une sacrée différence et tu vois facilement qu'Hamilton n'arrive pas à avoir la confiance surtout qu'il veut dans sa voiture pour pouvoir justement venir attaquer les freins comme il le faisait avant. Bref, une fois débarrassé d'Hülkenberg, parce que ça arrive quand même, il passe Esteban Ocon avec le jeu des arrêts au stand, en médium contre des hards usés pour aller chercher Magnussen et pourquoi pas Leclerc et Gasly pas trop loin. C'est ce qu'il va faire, tout simplement. Les médiums marchent très bien, belle différence de performance pour pouvoir attaquer des gros freins et surtout la piste a beaucoup évolué et s'est beaucoup améliorée en fin de course. Alors il passe Gasly au tour 53 au virage 11, puis Leclerc au même endroit un tour plus tard, P6 en partant P13, c'est une très belle course qu'il nous a fait Lewis Hamilton, c'est incontestable. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'il finit à quasiment 20 secondes de son coéquipier, donc à un arrêt complet de différence. Alors je dis pas ça pour rabaisser Hamilton, mais plus pour vous montrer qu'en partant de loin, avec du trafic, même en remontant, quand on n'a pas une Red Bull, c'est pas la même histoire. C'est loin d'être simple et on perd pas mal de temps. Bref, avec ce résultat, le petit Lewis Hamilton, il est le meilleur des autres derrière les deux Red Bull et l'Aston Martin de Fernando Alonso, oui, faut pas déconner. Donc on a beau le voir galérer, il arrive quand même à performer. On verra des améliorations sur la Mercedes pour le prochain Grand Prix, le fameux gros package qu'on attend. Hâte de voir si ce package va mieux fonctionner, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus, en mode ça roule aussi fort que les Red Bull par exemple, tu vois. Genre,
Désolé, mais bon, après, on sait jamais. Hein, mais... Bon, quatrième réaction, on a eu des petits airs de Rosberg-Hamilton, j'allais dire, pendant cette course. Une bataille pour la gagne loin devant tout le monde où il se passe pas grand-chose avec une passe d'armes assez ferme sans pour aller autant au carnage. Ouais, la F1 avant 2017, 18, etc. et les dernières années, c'était un peu cette course-là, en vrai. C'est avec moins de dépassements, mais c'était un petit peu ça. Alors, fallait que Pérez, en partant de la pole, s'échappe vraiment vite, mais les médiums ne fonctionnaient pas bien sur le premier relais. Il l'a confirmé après la course. Il n'a pas réussi à allonger assez loin son premier relais pour se créer une marge de performance et avoir sur les hards un petit peu plus de perfo et de durabilité entre guillemets en fin de course. Les médiums avec beaucoup d'essence sur cette piste là ça fonctionnait pas et inversement les hards en fin de course ça fonctionnait moins bien que les médiums avec moins d'essence. Après encore une fois pour le départ partir en médium quand on ne sait pas comment la piste va réagir ce n'est pas une erreur, bien loin de là clairement. Partir en hard c'était se tirer une balle dans le pied quand tu pars en pole. Là où pour Verstappen, partir en hard, c'était dépasser au fur et à mesure et se décaler pour être tranquille en fin de course une fois que tout le monde s'était arrêté. Alors la stat est assez affolante, mais Verstappen n'a jamais été plus loin que 5 secondes et demie de Pérez depuis le départ de la course, même dans le trafic. Alors évidemment, on ne va pas compter l'arrêt au stand, hein, mais c'est dire à quel point il a été rapide et inversement à quel point Pérez aurait peut-être dû être plus rapide. Bon alors derrière Verstappen, il enchaînait le même rythme et même roulait plus vite que Pérez avec des hards plus vieux que le Mexicain. Quand Verstappen a sa voiture qui est réglée pile poil, ouais, ça cartonne direct, c'est même pas une question qu'on doit se poser. Il y avait peu de chances que Pérez garde la tête, du moins quand on voit le week-end plus que parfait de Verstappen sur les essais libres, etc. Il était au-dessus tout le temps. Il n'a pas signé la pole position en qualif parce qu'il a fait une petite erreur dans son premier run et du coup il a pas terminé le tour, etc. Et puis derrière il y a eu le drapeau rouge de Charles Leclerc. Bref, Verstappen était simplement au-dessus ce week-end. Encore une fois, je vous le redis, mais je pense que pour que Verstappen soit champion, il doit réunir trop de conditions sur lesquelles il n'a pas le contrôle. Mais encore une fois, faut qu'il soit absolument impeccable quand Verstappen ne performe pas pour ne serait-ce qu'avoir une chance. Pérez avait quand même normalement de quoi s'arrêter en termes de gap avec Alonso pour tenter le meilleur tour en course pour prendre un point. C'était prendre quand même un risque de peut-être lâcher la seconde place. C'est la seule chose qu'il a manqué entre guillemets pour vraiment optimiser tout ce qu'il pouvait faire. Mais bon, voilà. Alors, 14 points d'écart entre les deux après 5 courses, dont une sprint d'ailleurs. C'est pour l'instant bien parti pour que Pérez ait une chance. Mais maintenant, il va falloir encore une fois tenir tout le reste de la saison. Et alors ça, pour le coup, c'est une autre histoire. Mais 14 points d'écart après 5 Grands Prix, good job Pérez. Vraiment good job Pérez. Hein. Parce que le gamin, là, le néerlandais, il roule. Hein. Allez, on va se faire un peu plus mal encore une fois. On va parler du cringe de la présentation des pilotes sur la grille de départ avant l'hymne américain. Orchestre de will.i.am qui reprenait justement sa nouvelle chanson de Formula avec en annonceur LL Cool J, je savais même pas qui c'était, je suis désolé, pour introduire les pilotes qui sortaient d'un paravent assez massif monté de toutes pièces sur la grille et qu'il fallait démonter très vite derrière pour le coup. Ça, logistiquement parlant, c'était chaud, mais c'est fait parce que derrière il y avait quand même 20 monoplaces qui voulaient prendre le départ. Alors, c'est pas la première fois qu'on a vécu ce genre d'introduction de pilotes, souvenez-vous. En 2017, par exemple, au Grand Prix des USA, toujours, oui, parce que c'est aux États-Unis qu'on fait ça. Cette fois-ci, à Austin, on avait eu une présentation des pilotes par Michael Buffer, qui présente les matchs de boxe ou le catch depuis très longtemps. Vous avez forcément déjà entendu sa voix. À l'époque, j'avais trouvé ça un peu too much, très américain. Ça ne faisait pas spécialement Formule 1. On avait eu quelques petits couacs sur le rythme de la présentation, mais en vrai, ça allait, c'était vraiment plutôt carré, plutôt bien foutu, mais on sortait de l'ère Bernie Ecclestone où tout était très comme ça et où on tentait rien. Bref, si on avait ça une fois par an, pourquoi pas, l'idée était pas spécialement mauvaise pour autant, mais se devait de s'améliorer quand même pour être un petit peu plus Formule 1. Puis c'était vraiment juste au moment où Liberty Media commençait à tester de nouveaux concepts pour améliorer l'expérience à la fois pour les spectateurs sur place ou ceux devant leur télé tout simplement. Nous sommes donc 6 ans plus tard, et on se tape un will.i.am sur un petit marchepied avec une baguette qui fait mine de diriger un orchestre qui a le tempo dans les oreillettes, qui ne le regarde même pas. Avec autant de gestes, soit il gare un avion, hein, très clairement, soit il crée du dirty air. J'y connais pas grand chose en musique, mais si n'importe qui arrive à comprendre qu'il brasse littéralement du vent, c'est dire la prestation désastreuse qu'on nous propose.
Vous me l'avez confirmé d'ailleurs sur Instagram, plusieurs d'entre vous qui connaissent un petit peu la musique, oui, effectivement, il donnait juste le tempo, mais tout le monde avait ça dans l'oreillette. Alors l'annonceur maintenant, parce qu'il faut aussi en parler, qui tente de faire le job avec beaucoup de maladresse d'ailleurs, on peut noter, entre guillemets, Tsunoda, bien qu'il soit petit, il est un pilote puissant. Ok, on pouvait pas le définir autrement, c'est cool. Belle présentation, vraiment, on est à deux doigts de faire des vannes un peu bizarres. On pourrait en rire, mais c'est tellement faux, tellement mauvais, que ça ne m'a pas du tout fait rire, en fait. Bien au contraire, c'était malaisant, c'était bas de gamme, c'était de la souffrance. Et quelque part, t'avais envie de continuer à regarder tellement c'était l'enfer. Qu'on nous propose des introductions de pilotes, oui, pourquoi pas, mais bossez, quoi, vraiment. Bossez, sortez-vous les doigts du cul, quoi. Alors, de toute manière, ils pourront se rattraper au moment du Grand Prix de Las Vegas. J'espère que ce sera à la hauteur de la réputation des shows de Las Vegas, parce que ça, c'est mondialement connu. Généralement, à Las Vegas, t'as des shows extraordinaires. Si les pilotes le veulent bien, quand même, parce que il y en a beaucoup d'entre eux qui étaient absolument pas chauds pour ce genre de moment avant un Grand Prix où ils sont généralement concentrés et dans leur bulle. Donc, on verra bien. Mais là, je suis désolé, c'était catastrophique. Mais vraiment, c'était catastrophique. C'est d'un mauvais goût, c'est même pas américain en fait, même les ricains là-bas, et vous le voyez dans les commentaires des vidéos, etc., vous pourrez aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube de la F1, même les Américains n'ont pas apprécié. Ils s'en veulent, ils se disent on est désolé pour vous de vous avoir proposé un spectacle aussi mauvais quoi. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires et à compléter évidemment les miennes avec grand plaisir. Prochain Grand Prix dans 2 semaines, retour en Europe avec un triple header où on commencera par Imola. Puis après ce sera Monaco et Barcelone. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.